Et salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix des États-Unis qui arrive quand même une semaine et demie en retard. Je suis désolé, j'avais pas eu trop le temps en ce moment. Donc débrief du Grand Prix des États-Unis qui a été ma foi pour moi intéressant, hein. On a eu, enfin pour moi après les autres ils pensent que le Grand Prix a été chiant, bon bah je respecte leur choix. Moi perso j'ai trouvé plus intéressant. Avec, bon, on a eu des dépassements, on a eu du spectacle, on a eu quand même des dive bombs, on a eu des crashs aussi, enfin des crashs non, mais on a eu quand même des suspensions cassées, n'est-ce pas Vettel? Je rigole évidemment. Et, euh, et ben voilà, donc on va tout de suite passer au résumé des séances d'essai libre, avec Norris qui a eu un problème de headrest en FP1. Donc le headrest, si vous savez pas, c'est le tour de tête qui entoure justement le cockpit enfin le cockpit, la monocoque de, du pilote pour un maximum de sécurité. Bon, après, faut pas être sans savoir qu'il peut se barrer, hein, parce qu'il y a un petit clip qui permet de verrouiller le tour de cou pour justement éviter que ça se décolle, hein. On l'a vu par exemple, c'était pas Abu Dhabi, pardon, Bakou 2017. On avait eu le même problème avec Hamilton qui avait eu son headrest, vu son headrest se barrer. Après justement le contact avec Vettel. On a eu Magnussen aussi en Belgique en 2016 où le headrest il s'est carrément barré à la suite de son crash en Belgique en haut du Raidillon. Donc voilà, Norris, puis le tour de cou il s'est décroché instant, hein, il s'est décroché d'un coup. Donc c'est peut-être les boss. D'ailleurs les boss on va en venir maintenant puisqu'il y a eu beaucoup de pilotes qui sont partis en tête à queue à cause des boss. On en reviendra dans le débat. Donc on a eu Sainz, Kiat, Magnussen, on a eu Vettel aussi. Donc beaucoup de pilotes quand même, Grosjean aussi, qui s'était crash en FP2, mais je crois que c'était pas à cause d'une bosse, c'était plus à cause d'un vibreur. Donc, comme quoi, c'est pas les rookies qui font des têtes à queue, c'est des pilotes quand même qui sont assez expérimentés. Donc, comme je vous l'ai dit, Grosjean crash en FP2, hein, dans les S, le Magos Beckett Chapelle à l'américaine, comme on le dit. Donc, juste aileron cassé de la part du pilote franco-suisse. Bon, en même temps, c'est une question d'habitude pour lui. On a eu Perez qui loupe la pesée. Donc, la pesée, quand il rentrait au stand, l'écurie l'avait appelé justement à passer à la pesée. Il l'a pas fait, donc la sanction est immédiate. Il part de la voie des stands parce que quand un pilote est convoqué pour aller à la pesée, c'est obligatoire. Tu dois obligatoirement te présenter à la pesée qui se situe, je crois, au début de la voie des stands. Donc peut-être qu'il a fait une Gasly qu'il a tout simplement pas vu, mais Gasly à Bakou, hein. Donc voilà, donc Perez loupe la pesée, donc départ de la voie des stands, c'est sa pénalité. Et Norris qui nous fait troisième place en troisième séance d'essai libre. Alors, pour que les choses soient claires, bon, c'est grâce quand même aux vidéos même du Grand Prix des États-Unis. On a eu des onboards, j'ai eu l'onboard de Norris, et quand on voit le onboard où il fait troisième en FP3 et premier en qualification en Q1, on en reviendra plus tard, et ben on peut s'apercevoir que Norris, il coupe des virages. Il coupe, il me semble qu'il coupe trois virages dans les S et il part large au virage 8, là où Vettel avait cassé sa suspension. Kiat, il est allé large, il me semble que c'était à l'épingle avant la longue ligne droite, la première zone de DRS, et a eu son temps annulé. Donc normalement, Norris, la sentence devait être la même. Il devait voir son temps annulé. Donc c'est pour ça que Norris a fait premier en Q1, sinon il ferait pas la Q1. Il ferait pas la Q1, il ferait pas premier en Q1. Il ferait au moins minimum peut-être le meilleur des autres. Donc, le résumé des qualifications. Donc, en Q1, donc, comme je vous l'ai dit, Norris P1 à plus d'un dixième de Lewis Hamilton. Donc, les éliminés, c'est Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Perez et Kubica. Donc, Kubica
à même pas un dixième de Perez. Perez, il a pas forcé, hein, il sait qu'il se prendra, qu'il part de la voie des stands, donc il a pas forcé, il a juste fait du roulage. Donc c'est pour ça que Russell lui met 4 dixièmes. Giovinazzi qui part encore une fois devant Raikkonen. Donc ça doit être la cinquième qualification, quatrième qualification devant Raikkonen. Donc bon, Raikkonen, il commence un petit peu à avoir beaucoup de mal dans cette deuxième partie de saison. Ensuite, en Q2, les éliminés Hülkenberg, Magnussen, Kvyat, Stroll et Grosjean. Donc Kvyat qui avait fait le 11e temps, mais son temps a été annulé justement à l'épingle pour être passé les 4, pour avoir passé les 4 roues en dehors de la ligne blanche. Donc c'est gagné un avantage. Donc il se retrouve du coup 13e à 1 dixième seulement de Kevin Magnussen. Magnussen qui met d'ailleurs 1 dixième et demi à Grosjean. Magnussen qui a l'air quand même un petit peu mieux. Bon, malheureusement en course, en course voilà. Et donc, qui on retrouve en Q3? Les deux Merco, les deux Ferrari, les deux Merco de Ferrari de Red Bull, logique. De McLaren, Ricciardo, Gasly. Gasly, encore une fois en Q3, je crois que c'est sa troisième. Troisième d'affilée, il me semble. Donc c'est tant mieux de la part du français. Bon, malheureusement, il part dixième. Donc Gasly dixième, 9e Ricciardo, 8e Norris, 7e Sainz qui met quand même 3 dixièmes, 6 Albon, 5 Hamilton, 4 Leclerc, 3 Verstappen, 2 Vettel et 1 Bottas, donc il réalise sa 11e pole position de la saison, la 5e de sa... non, la 11e de sa carrière, la 5e de la saison, pardon. Très serré, hein, puisque ça se joue en 67 millième entre Bottas qui est premier et Verstappen qui est troisième. Donc très bonne séance de qualif pour les trois là. Bottas, donc solide, solide, solide poleman. Voilà. Donc information pénalité, donc comme je vous l'ai dit, Sergio Perez qualifié 19e par descendre pour ne pas s'être présenté à la pesée lors de la FP2, il partira donc de la voie des stands, je vous l'ai déjà dit. Alors le départ. Et ben on a plutôt un... Alors, on ne sait pas si c'est Bottas qui prend un bon départ ou Vettel qui prend un mauvais départ. Mais en tout cas, il y a un petit écart quand même entre Bottas et Vettel qui se fait passer dès le premier virage par Verstappen. Donc c'est-à-dire que Verstappen prend la deuxième place. Oups, voilà. L'Allemand en difficulté se prend un extérieur par Hamilton dans les S et se fait dépasser par Leclerc avant la ligne droite. Norris passera quelques virages plus loin sur la Ferrari. En gros, pour faire simple, en une dizaine de virages, il est passé de la deuxième à la sixième place. Donc c'est un très mauvais début de... Alors, on a vu le on-board, enfin on n'a pas vu l'on-board, mais on a vu la caméra vue du ciel. Et on peut s'apercevoir qu'on a une petite friction, je trouve, entre Vettel et Verstappen. Donc c'est peut-être ça qui a causé justement un petit déficit de performance pour Vettel. Donc dites-moi dans les commentaires si Vettel a eu un contact ou quelque chose, ou une pièce qui a cassé, parce que c'est inexplicable. On comprend pas pourquoi Vettel a pris un départ, comme ça. Excusez-moi. Voilà. Lors du premier virage, contact entre Sainz et Albon. Donc le taille rentre au stand en fin de tour pour des dommages. Sainz continue. Donc troisième remontée Red Bull en 3 courses. C'est pas forcément le mieux pour Red Bull qui de base se battait pour la deuxième place. Constructeur. Deuxième tour, le début de course est cauchemardesque pour Vettel qui se fait dépasser par Ricciardo au premier virage. En 2 tours, Vettel passe de la deuxième à la septième place et se plaint de sous-virage. Donc là, autant Vettel, je pense que là la victoire c'était mort. Donc le top 10,
Après, donc le top 10 lors du troisième tour, c'est donc Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Ricciardo, Vettel, Gasly, Sainz et Magnussen. Quand même fait un bon départ Magnussen puisqu'il se retrouve dans les points. Sixième tour, belle bataille pour la cinquième place entre Norris, Ricciardo et Vettel. Et Vettel qui est pas plus rapide que Ricciardo et Norris. Donc ça commence un petit peu à faire mal pour le pilote allemand. Et là, neuvième tour, donc en passant sur la bordure verte, enfin le machin vert, Sébastien Vettel voit sa suspension arrière droite cassée. L'Allemand doit abandonner pour la deuxième fois cette saison. Dommage. Et au même moment plus loin, Ricciardo prend le meilleur sur Norris et passe cinquième. Donc puis la suspension arrière, arrière droite, elle a cassé net, hein, franchement. Onzième tour, Danny Kiat prend l'intérieur sur Magnussen au premier virage et il passe onzième. Bon, beau dépassement quand même de la part de Danny Kiat. Douzième tour, partie descente, Perez passe Giovinazzi pour la 14e place, puis Albon passera sur le pilote italien. Donc vous voyez quand même qu'Alexander Albon commence à remonter. En même temps il a une Red Bull donc c'est logique qu'il remonte. Un tour plus tard, Ferrari demande à Leclerc d'éviter d'aller au large au 8e virage avec l'abandon de Vettel. Et oui, pour pas que les deux Ferrari cassent leur suspension, ça serait con pour eux. Et le premier leader à s'arrêter au stand, c'est Max. Enfin, le premier leader à s'arrêter au stand sans dommage, on va dire, c'est Verstappen au 14e tour qui chose des hards et qui ressort 5e, il me semble. Les hards qui seront la stratégie pour tout le monde, hein. 15e tour, Mercedes couvre la stratégie de Red Bull et stoppe Bottas pour des hards et ressort juste devant le néerlandais. 16e tour, Bottas dépasse Leclerc au premier virage. Un peu plus loin, c'est au tour de Verstappen de dépasser le monégasque. Donc c'est normal, Leclerc ne s'était pas encore arrêté. 19e tour, arrêt au stand pour Sainz, Raikkonen et Magnussen pour des hards encore. Comme quoi, je vous l'ai dit, ça va être que des pneus hards. 21e tour, Leclerc s'arrête pour chausser des hards, mais son arrêt tarde. C'est un 7 secondes de 7. C'est encore l'arrière droit qui a du mal encore. Et dans le même moment, Perez prend le meilleur sur Kiat pour la 7ème place. 22e tour, Ricciardo dépasse le Mexicain pour la 6ème place. Donc pour l'instant, très bonne course de la part de Ricciardo qui est pour l'instant le meilleur des autres. Tour 23, et là c'est là où c'est marrant, c'est que depuis qu'il est chez Mercedes, Bottas se fait dire à la radio, ouais, n'attaque pas Hamilton et tout, reste derrière Hamilton, sécure les points. Mais quand tu sais que le titre sera pour Lewis Hamilton, bah, bizarrement Mercedes autorise Bottas à le dépasser. C'est marrant. Donc ce qu'il faut virage juste. Ah oui, j'avais oublié de vous en parler avant le débrief de la course. Que pour que Hamilton, pour que Bottas retarde l'échéance d'Hamilton, le sacre d'Hamilton, il fallait que Bottas gagne et que Hamilton finisse hors du top 8 ou hors du top 10 même. Enfin, pour faire simple, Hamilton était champion si Bottas gagne et qu'Hamilton finisse 8ème ou 9ème avec le meilleur temps, et si Bottas finissait 2ème. Voilà. Normalement, vous m'avez compris. Ensuite, 25e tour, Hamilton s'arrête au stand pour chausser des pneus hard et ressort 3ème derrière Verstappen. Ensuite, 26e tour, Norris passe Hülkenberg pour la 6ème place. Le pilote allemand devrait être également annoncé en DTM mardi. Et oui, parce que Hülkenberg, malheureusement, il a pas de baquet de libre, hein, puisque bon, le baquet d'alpha a été pris. Je vous en parlerai dans le débat. Mais Hülkenberg, il a plus de place en F1 malheureusement. Ensuite, 30e tour, Kubica rentre au stand pour abandonner sans raison apparente. On l'a vu abandonner, mais on ne sait pas pourquoi il a abandonné. Et apparemment, quelques jours plus tard, quelques tours plus tard, Williams a annoncé qu'apparemment il y aurait une suspicion de défaillance hydraulique. Donc bon, Kubica il a abandonné. Pour la deuxième fois,
cette saison. Ensuite, 35e tour, Verstappen s'arrête au stand pour choisir des médiums, ce que fera le tour après Bottas pour couvrir la stratégie de Red Bull. Donc vous voyez qu'il y a certains pilotes qui commencent à faire une stratégie à 2 arrêts. 41e tour, Albon s'arrête au stand pour la 3e fois. C'est vrai, j'ai oublié de dire qu'Albon s'était arrêté une 2e fois pour choisir des pneus médiums, il me semble. Et prendre des softs, du coup. Le Thaïlandais ressort 10e. 42e tour, Mercedes a proposé à Hamilton un 2e arrêt. Mais le pilote britannique refuse. Et ça, vraiment, je trouve ça con parce que c'était des médiums. Bottas, il s'était arrêté quelques tours avant, donc il aurait pu rattraper Bottas en fin de course avec des pneus moins vieux que Bottas. Ensuite, 43e tour, Leclerc s'arrête au stand pour des pneus soft. Il ressort 4e dans un No Man's Land. Donc pour ceux qui ne savent pas, No Man's Land, ça veut dire personne devant, personne derrière. T'es trop lent pour les voitures de devant et t'es trop rapide pour les voitures de derrière. En même temps, il a une Ferrari, c'est normal. Ensuite, 44e tour, Lando Norris s'arrête au stand et chose des pneus soft et il ressort P10. Dans le même tour, belle bataille de plusieurs virages entre Hülkenberg et Raikkonen, mais la Renault a le dernier mot. Et on peut voir sur les ralentis que lorsqu'il y a eu le dépassement de Hülkenberg, et il a été fait avec les 4 roues en dehors de la piste. Donc du coup, Hülkenberg a dû laisser repasser Raikkonen. A dû laisser repasser Raikkonen, mais il a repassé après légitimement quelques tours plus tard. 47e tour, Bottas fonce sur Hamilton qui se bat avec ses pneus usés. Le Finlandais n'a plus que 2 secondes de retard sur son coéquipier britannique. Ensuite, 48e tour, Albon dépasse Ricciardo pour la 5e place, donc ça sera sa position à l'arrivée. 50e tour, Bottas est revenu dans la zone DRS d'Hamilton. Et faut pas oublier que Verstappen le rattrape aussi, il rattrape Hamilton. 51e tour, Bottas prend l'extérieur sur Hamilton au virage numéro 12, mais le Britannique sort son coéquipier de la piste. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bottas, il sait qu'il a des pneus neufs qu'Hamilton. Hamilton, il sait qu'il va être plus lent que Bottas. Il sait qu'il a plus rien à perdre. Il a gagné le titre. Ah, laisse passer ton coéquipier. Laisse passer Bottas fort de P2. Donc, j'ai pas... Non, j'ai pas compris. Chez mon gros Jean, j'ai pas compris. 52e tour, Bottas retente sur Hamilton et cette fois-ci passe. Hamilton ne force plus, il sait désormais que les jeux sont faits. 53e tour, Hamilton se fait rattraper par Verstappen, 4 secondes 7 entre le Britannique et le Néerlandais. 55e tour, Verstappen se retrouve dans la zone DRS d'Hamilton, alors que pendant ce temps-là, Magnussen tire tout droit et s'arrête dans les graviers. La Haas n'a plus de frein. Et oui, le syndrome 2016 revient. Et donc fin de la course, Valtteri Bottas gagne le Grand Prix des USA, la quatrième de la saison et la 7e de sa carrière, devant Hamilton qui devient désormais le deuxième pilote le plus couronné de l'histoire de la F1 avec derrière Schumacher, et Max Verstappen finit 3e. Et oui, Hamilton qui remporte son 6e sacre à l'âge de 34 ans. Donc le classement de la course, Bottas, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Albon, Ricciardo, Norris, Sainz, Hülkenberg, Kvyat, Perez, Raikkonen, Stroll, Giovinazzi, Grosjean, Gasly, Russell, Magnussen. Gasly qui avait abandonné, hein. Gasly il a out à la suspension. Russell, Magnussen et puis Kubica et Vettel. Et puis on a eu une information de pénalité comme quoi Daniil Kvyat qui avait fini 10ème se prend 10 secondes de pénalité pour accrocher Perez dans le double gauche. Le russe passe 12ème. Et là franchement sa pénalité elle est imméritée. Parce que Daniil Kvyat il tente un dive bomb. Bon, ok, il tente, on peut pas lui enlever ça. Perez défend quand même en milieu de piste. Ce qui est pas très... Ce qui se fait pas trop quoi. C'est soit tu défends à gauche, soit tu défends à droite. C'est pas tu te défends en plein milieu. Et puis bon, Kvyat quand il fait le dive bomb, il monte sur le vibreur.
on voit que ça a quand même levé la voiture. Et du coup, bah, ça le tourne pas. Et puis, bah, il lord Perez. Donc pour moi, clairement, sa pénalité, elle est pas méritée. Pour moi, c'est 50-50. Kiat, il est en tort, certes, mais Perez, il a pas à défendre en milieu de piste. C'est... Non. Il a pas. C'est soit tu défends à l'intérieur, soit tu défends à l'extérieur. C'est pas tu défends en plein milieu de piste. C'est dangereux. Stroll a fait d'ailleurs la même quelques tours plus tard. Il s'était décalé au dernier moment pour défendre sur Danny Kiat, alors que le mec, il rentrait au stand à la fin du tour. Donc je trouve ça... Franchement, je trouve ça stupide, je trouve ça idiot, et puis non, pour moi, Kiat ne méritait pas la pénalité. Ensuite, donc les top, bof, flop, donc comme à notre habitude. Donc les tops, j'ai mis Bottas, Hamilton, Verstappen, Albon, Ricardo, Norris, Sainz, Hülkenberg, Perez et Raikkonen, qui étaient dans les points quand même, qui étaient dans les points. Enfin, Perez, même pas Perez, j'aurais... Ouais, non, si Perez, je le mets en top parce qu'il part quand même de la voie descente, j'avais complètement oublié. Bof, Gasly, Kiat. Kiat, j'aurais pu les mettre dans les tops. Gasly aussi, techniquement, parce que Gasly était dans les points avant que la suspension casse. Et en flop, Leclerc, Stroll, Giovinazzi, Grosjean, Russell, Magnussen, Kubica et Vettel. Donc, les débats. Alors, donc on va avoir 4 débats. Enfin, le quatrième, on va en parler après, puisque c'est un truc qui venait d'arriver hier. Alors, donc le premier, c'est pas un débat, mais ça va être une confirmation de contrat. Donc Giovinazzi confirmé chez Alpha pour 1 an, aux côtés de Raikkonen. J'ai pas compris. Clairement, pour moi, Giovinazzi, il a... bon, clairement, Giovinazzi, globalement, sa première saison, elle est moyenne. Elle est même plus que moyenne. Hülkenberg aurait pu aller chez Alpha parce que Raikkonen et Hülkenberg sont quand même de très bons pilotes. Deux pilotes qui savent développer une bagnole. Parce qu'il manque clairement à Alpha parce que on en reparlera après, mais je vous ai fait une comparaison justement des écuries, comparaison des 2 parties de saison, donc avant la trêve et après la trêve, sachant qu'il reste encore 2 courses. Et vous voyez, et vous verrez que la différence elle est flagrante. Je vous en dis pas plus. Donc Hülkenberg et Raikkonen, pour moi, je pense que c'est le duo qu'aurait pu avoir Alpha, parce que clairement, je pense qu'avec eux deux, Alpha, il y aurait peut-être moyen, avec une bonne voiture, il y aurait peut-être moyen qu'ils se battent pour la P6, P7 au championnat constructeur, donc pourquoi pas. Donc bon, Giovinazzi confirmé. De toute façon, clairement, je pense que là, Giovinazzi, ça va être la dernière chance, je pense pour lui. Comme Grosjean, comme qui, comme ouais, peut-être pas dit Vettel, mais plus pour Giovinazzi, pour Grosjean, c'est vraiment la dernière chance. Et s'ils font une mauvaise saison, bah malheureusement, je pense que ça va jarter. Ensuite, les boss sur le circuit. C'était nain. Franchement, ce circuit-là, au niveau des boss, c'est nimp. Parce que, euh, comme je vous l'ai dit, on a eu plusieurs pilotes qui sont partis en tête à cœur des essais libres. En même temps, tu me diras, c'est les essais libres. Mais voilà. Comme je vous le répète, on a eu Sainz, on a eu Kiat, on a eu Magnussen, on a eu Vettel, on a eu Grosjean, on a eu Kiat 2 fois d'ailleurs. Donc on a eu Latifi, il me semble. Mais, euh, mais ouais, les boss, il y en a beaucoup. Et puis les boss sont quand même assez importantes que tu peux vraiment perdre l'arrière instant. Et tu peux facilement casser la voiture de façon assez violente. Donc pour moi, je pense que les circuits de Austin doivent être refaits. Il doit être refait. Comme la Chine l'a été avec la bosse au... C'était à la longue ligne droite après après le dernier virage. Il y avait une petite bosse quand tu arrives au muret des stands. Ça a été Verline, il me semble, avec Manor en 2016. C'était sous la pluie.
c'était pas sous la pluie, mais c'était sur une piste humide. La bosse, elle a fait paire d'arrière à Verline et il a tapé le mur. Heureusement qu'il a pas eu de dégâts. On a eu par exemple le Japon, là, le fameux. Si vous avez déjà joué au jeu de Formule 1, normalement oui. Vous savez que dans le dernier virage du Japon, il y a une putain de bosse. Il y a une bosse et sous la pluie, tu peux facilement perdre l'arrière aussi, hein. Donc voilà, donc pour moi, le Grand Prix des États-Unis doit être fait. Austin doit être fait. Et puis, bah, éviter que la, que l'édition 2020 soit, comment dire, soit, que l'édition 2020, le circuit soit moins bosseux, voire même plus du tout bosseux. Et ça permettra peut-être de meilleures courses. Ensuite, ah oui, d'abord, je vais vous parler d'un truc. Alors, je sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier brief, mais on a eu c'était il y a 2 semaines. C'était le jeudi avant le Grand Prix des États-Unis. On a eu là le concept de 2021. Donc la voiture avec la réglementation 2021. C'est moche. C'est moche. C'est moche. On dirait un mix entre une voiture d'IndyCar, une F2 et une FE, une Formule E. C'est moche. Y a rien. En plus des gens, on aura les jantes 18 pouces. On a encore l'aileron de requin, enfin on a encore la demi-aileron de requin là. On a un aileron arrière incurvé avec encore deux parties d'aileron arrière donc pour le DRS. On a un aileron avant. euh, on a un aileron avant, on dirait les ailerons de d'hypercar. Donc non, c'est moche. C'est moche. Et on a eu aussi, c'était hier, une information comme quoi 2030, la F1 activera son plan zéro carbone. Enfin, zéro carbone. Donc, en gros, la Formule 1, c'est en train de mourir et c'est en train de devenir la FE 2.0. Sachant que Liberty Media et la FOM, vous ne voulez pas que la F1 ressemble à la Formule E. Donc, bon, perso, pour moi, je trouve ça idiot. Idiot. Mais bon. Déjà, pour moi, la F1 est tuée petit à petit avec toutes ces réglementations de merde là. Avec avec bon les voitures larges, bon d'accord, ça rajoute quand même un style, mais genre une voiture simplifiée aérodynamiquement pardon pour plus de spectacle. Spectacle, soit t'es fan de F1 et tu trouves qu'il y a quand même du spectacle, tu kiffes à te lever à 6 heures du matin pour regarder le Grand Prix d'Australie, soit tu regardes autre chose que la F1. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, le troisième débat et demi, c'est l'hommage à Ayrton Senna qu'on a eu, donc à Sao Paulo, puisque bon, genre, cette année c'est les 25 ans de la mort d'Ayrton Senna, même si c'est déjà passé puisqu'il est mort en avril 94. On a eu Fittipaldi et Massa qui ont conduit la Lotus 97 T. Donc si je dis pas de conneries, vous me corrigez, c'était la voiture qui avait permis à Senna de remporter sa première victoire. Qu'on a eu Esteban Gutiérrez qui avait fait des donuts avec la Mercedes de 2017. Et on a eu un pilote Renault qui avait fait des donuts. Il me semble d'ailleurs qu'il a craché la voiture. Donc j'ai oublié le nom du pilote. Mais il a craché la voiture. Donc bon, voilà. Et ensuite, ben, le dernier truc qu'on a eu hier, c'était logique, clairement. La confirmation d'Albon et de Gasly. Donc la confirmation d'Albon chez Red Bull et la confirmation de Gasly chez AlphaTauri, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'AlphaTauri sera le nouveau nom de Toro Rosso la saison prochaine. D'ailleurs, on a eu un petit concept. D'ailleurs,
Donc là, je l'ai sous les yeux sur mon autre téléphone. Donc la livrée serait noire, le noir sera vraiment la couleur dominante avec le logo, bon, la marque AlphaTauri, le logo au-dessus vers l'aileron de requin avec le numéro du pilote, logique. Motorise avec le nom Honda devant, donc vers le pneu, enfin la roue avant droite, gauche, pardon. Donc voilà, il n'y a pas trop de changements, donc la voiture sera vraiment noire mais blanche, vraiment aux couleurs de la marque. Donc bon, après c'est un concept, hein, donc ça peut changer. Mais moi perso, je suis pour que, euh, que les écuries soient, enfin que les voitures soient en fonction de la marque dans laquelle ils représentent. Par exemple, Red Bull, bah, il y a le bleu, le rouge et le jaune pour vraiment dire que c'est Red Bull, quoi, comme la boisson énergisante. Toro Rosso, le bleu électrique, pour vraiment que ça ressemble à une canette. On a quoi? On a Racing Point avec le BWT, donc le rose de BWT. On a qui d'autre? Bah, Renault, le jaune et le noir, c'est leur couleur d'origine. Ferrari, bon, Ferrari, leurs voitures ont toujours été rouges, en F1, je parle. Enfin, pas qu'en F1, mais je pense en sport automobile. Mais de base, vous n'êtes pas sans savoir que la Ferrari, leur couleur initiale, c'est le jaune. Parce que bon, le logo c'est jaune. Il fallait que ça soit un peu, comment dire, que ça soit que le logo aille avec la couleur de la bagnole. Mais de base, enfin, Ferrari dans sa globalité c'est jaune, mais vraiment la Scuderia Ferrari, oui, c'est leur couleur initiale, c'est le rouge. Après, on a eu du blanc avec Santander. Donc voilà, Albon chez Red Bull, Gasly chez Toro Rosso. Ça semble logique, hein, puisque Albon, la petite stat, c'est qu'en 7 courses, on a eu 7 courses que des top 6 pour Albon. Et même, il surpasse Verstappen. Et Gasly fait des meilleurs résultats depuis qu'il est chez Toro Rosso. Donc pourquoi changer? Pourquoi remettre Gasly chez Toro Rosso? Qui Red Bull, pardon. Après, pour moi, je le vois comme ça, c'est que euh, Gasly va faire une année en plus chez Toro Rosso pour qu'il assimile encore de l'expérience pour une autre écurie en 2021 et donc casser son contrat avec Red Bull. Là, l'écurie où je pense pourquoi pas, c'est Renault avec un duo 100% français dans une dans une bagnole française. Avec parce que vu que Ricardo il a son contrat se termine en 2020 comme la plupart des pilotes. Si Ricardo se barre, pourquoi pas une petite place pour Gasly. Donc après on verra. Avant de passer aux comparaisons justement avant la trêve et après la trêve, on a appris que Leclerc donc partira dernier dimanche, il va changer des pièces sur son moteur. Et on ne sait pas encore si ça va être une spec 3 de Ferrari ou si ça va être le spec prototype 2021. Donc bon, ça sera à confirmer quelques jours. Et donc voilà, avant de donc finir ce débrief, donc on va faire les comparaisons avant la trêve et après la trêve. Donc ça m'a pris quand même un petit moment quand même. J'ai fait juste écurie. Pour après le Grand Prix d'Abu Dhabi, on fera pareil pour les écuries et pour les pilotes, savoir combien de points ils ont ramené avant la trêve et après la trêve. Donc avant le Grand Prix de Belgique, donc ça a été Mercedes 438, Ferrari 288, Red Bull 243, McLaren 83, Toro Rosso 43, Renault 39, Alpha 32, Racing Point 31, As 26 et Williams 1. Un point avec l'Allemagne évidemment. Après la trêve, Mercedes 257, donc vous voyez quand même que le résultat était quand même divisé par 2. Ferrari 191 points. Donc vous voyez que j'ai calculé, hein. L'écart avant la trêve entre Mercedes et Ferrari était de 150 points. Après la trêve, l'écart a été divisé par 2, puisqu'il se retrouve à 66 points. Donc c'est pas mal. Même l'écart entre Red Bull
enfin Ferrari Red Bull avant la trêve et après la trêve, elle s'est alourdie. 288, 243 avant la trêve, 191, 122 après la trêve. Donc 69 après la trêve et 45 avant la trêve. Ensuite McLaren 39. Donc quand tu passes de 83 à 39, voilà, donc tu perds, ils ont perdu 42 points. 42 points en quoi? En 3 mois. C'est quand même assez important. Toro Rosso 20. Renault 44. Alfa Romeo 3. Racing Point 34. As 2. Et Williams 0. Donc Alfa Romeo avant c'était 32. Tu te retrouves à 3. Et As de 26 tu passes à 2 quand même, hein. Donc bon, bah c'est ce qu'on appelle vraiment une belle chute. Donc entre des deux, euh, des deux parties, il n'y a que Renault et Racing Point qui ont mis plus de points par rapport à la première partie de saison. Renault qui ont eu de DNF au Japon, hein, je rappelle, hein. Ils ont été disqualifiés du Grand Prix du Japon, les deux bagnoles. Et ils se retrouvent quand même devant McLaren. McLaren, la deuxième partie de saison, elle est pas terrible. Donc voilà. Donc après la trêve, le classement ça donne ça. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren, Racing Point, Toro Rosso, Alpha, As, Williams. Donc, en gros ça change pas trop. Et voilà. Donc on a fini pour ce petit, enfin pour ce petit, non, parce qu'elle a quand même duré quasi 40 minutes. Pour ce débrief du Grand Prix des États-Unis, j'espère que cela vous aura plu malgré quand même le retard de retard. Et j'en suis désolé encore. Pour le Grand Prix du Brésil, ça sera lundi. C'est lundi. Là, ça sera pas un jour de plus, ça sera lundi. Je vous promets, ça sera lundi. Donc si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, hein, la, le pouce bleu, l'abonnement, petit commentaire si ça vous fait plaisir. On se donne rendez-vous donc lundi du coup pour le débrief du Grand Prix du Brésil, pardon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.